Alors j'ai une mauvaise nouvelle, on n'a pas du tout le temps pour les questions-réponses, donc la bonne nouvelle c'est qu'on va tout de suite entendre le professeur Esben de l'Université catholique de Louvain qui va venir nous faire son exposé. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir convié à votre journée. L'oratrice précédente disait qu'elle intervenait en fin, moi j'interviens en toute fin d'une longue journée qui a accumulé un petit peu de retard. Rassurez-vous, je ne pourrai pas en rajouter parce que j'ai un train qui ne m'attendra pas. Voilà. Ce qui m'a été proposé, en plus, bon, vous avez entendu toute une série, j'ai envie de dire, d'experts sur la question de cette transition. Moi, je ne le suis pas du tout. Et donc, vous voyez que vous tenir encore plus longtemps un vendredi soir pour entendre quelqu'un qui n'est pas du tout un expert de votre pratique, merci en tout cas de votre persévérance. Et donc, je vais vous parler de quelque chose qui est tout à fait, je dirais, généraliste. Et je vous invite, si vous pensez qu'il y a des éléments pertinents, à puiser dans ce que je dis, et bien, ce qui peut éventuellement aider la réflexion dans votre pratique. Le titre donc de mon exposé, Prendre soin, une rencontre et un accompagnement. Et je dois dire que je ne suis pas seul, bien entendu, mais très attaché à cette question du prendre soin que je vais essayer de clarifier, et notamment parce qu'il m'apparaît que ce qu'on appelle le système de soins, je vais utiliser ce terme générique pour faire simple, est un système qui est quand même très régulièrement, tant en Belgique qu'en France, je dis les deux parce qu'en fait j'habite en France tout en enseignant à Bruxelles, est un système qui est très régulièrement confronté à une confusion. Une confusion entre la finalité que l'on poursuit et les moyens que l'on met en œuvre. Et lorsque l'on confond la finalité et les moyens, au fond, les moyens deviennent plus importants que la finalité. Et on en oublie parfois même la finalité. C'est un rapide exemple que c'est évidemment important la bonne santé financière d'un hôpital, mais la bonne santé financière d'un hôpital n'est jamais qu'un moyen. Et ça n'est pas la finalité. Nous pouvons parfois nous inquiéter d'entendre les propos qui sont tenus et qui mettent un focus extrêmement important sur les seuls moyens tout en négligeant de nommer cette finalité. Alors cette finalité, on pourrait, avec des mots simples qui sont les miens, la décliner de la manière suivante. Au fond, de quoi est-il question ? Eh bien, pour moi, en tout cas, les métiers qui nous réunissent, quels qu'ils soient, sont des métiers de l'aide. Jusque-là, rien de bien savant, évidemment. Mais il s'agit, au fond, la finalité, eh bien, d'aider une personne et ses proches à vivre ce qu'ensemble ils ont à vivre dans la situation qui est la leur. Aider une personne et ses proches à vivre ce qu'ensemble ils ont à vivre dans la situation qui est la leur. Le mot « personne » on pourrait le désigner par le mot « patient », si ce terme-là vous convient. Moi, il me convient bien le mot « patient » parce qu'il renvoie à la notion de souffrance, à condition qu'on ne confonde pas, évidemment, le mot « patient » avec celui qui doit attendre. Voilà. Et donc, aider une personne et ses proches à vivre ce qu'ensemble ils ont à vivre dans la situation qui est la leur. Et vous voyez qu'en le disant de cette manière-là, je ne dis pas qu'il s'agit de guérir une personne des maux qui sont les siens. Je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de débarrasser une personne de ses maladies, par exemple. Il s'agit bien d'aider à vivre ce qu'il y a à vivre. Et pourquoi est-ce qu'il est important de rappeler ça ? C'est parce que il y a une très fréquente confusion entre le malade et sa maladie. Raison pour laquelle, très régulièrement, on oublie que le malade n'est pas la maladie qu'il a. Et lorsqu'on oublie que le malade n'est pas la maladie qu'il a, tout est mis en œuvre pour la maladie et on néglige, on oublie le malade. Au fond, on développe toute une réflexion et toute une organisation pour l'objet qu'est la maladie et tout ce qu'elle requiert, cette maladie, et on néglige le sujet qu'est le malade.
Le sujet qui est le malade, en la singularité de son existence, en la singularité de ce qu'il a à vivre, et on peut constater que le système de soins en général est un système qui est beaucoup plus centré sur la maladie et les actes que requiert cette maladie que sur le malade et l'aide singulière que ce malade requiert avec ses proches. Ce qui débouche ni plus ni moins sur ce qu'on va appeler une centration sur la tâche, une centration sur la tâche, une centration sur l'activité, et ce qui d'ailleurs sert de traceur, au fond, au financement des structures, à l'appréciation de leur activité, c'est quoi ? Ce ne sont pas le nombre de personnes ni ce que ces personnes vivent, ce sont bien les actes, les tâches et les activités. Et là, nous avons cette confusion entre prendre soin d'une personne et faire des soins à une personne. Et il m'apparaît extrêmement important, notamment lorsque vous êtes au contact d'étudiants, de stagiaires ou bien dans une culture d'équipe, de ne pas confondre ces deux expressions. Prendre soin d'une personne, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est porter une attention particulière à une personne qui vit une situation qui lui est particulière et en vue d'essayer de lui apporter de l'aide, de contribuer à son bien-être. Faire des soins, c'est quoi ? C'est mettre en œuvre tout ce qui pourrait être aidant dans cette situation. C'est la raison pour laquelle faire quelque chose, j'utilise ici le vocable faire des soins, mais ce serait pareil que de faire des activités, organiser des activités. Il y a une confusion je suis très touché, très attentif à ces notions de confusion, une confusion entre la qualité des soins et la qualité du soin. Or, la qualité des soins ne dit rien de la qualité du soin. Et vous pouvez avoir un établissement prestigieux qui serait certifié ou accrédité Platinum pour ce que l'on fait dans l'établissement, mais ça ne détermine absolument pas de la qualité de l'atmosphère humaine, de la qualité de l'attention qui est portée aux personnes, à autant de sujets qui évoluent dans cet établissement. Et je ne parle ici que des malades parce que je n'ai pas le temps de parler également des différents professionnels qui devraient bénéficier de la même attention. Et donc vous voyez que nous devons nous rappeler que l'on peut très bien faire tout ce que nous avons à faire dans l'oubli de la personne à qui on le fait. On peut très bien mener toutes les activités que nous avons à mener et les bien mener, mais dans l'oubli des personnes concernées par ces activités. Alors d'où vient cette confusion ? Eh bien cette confusion, elle vient historiquement de l'évolution de la médecine. L'évolution de la médecine qui, à partir, on va dire, du XIXe siècle, a eu cette grande tentation, et c'est bien utile, bien entendu, de vouloir devenir scientifique. Faire accéder la médecine au rang de science, voilà, c'était un des grands desseins de ce XIXe siècle mis en œuvre en particulier à partir des travaux de Claude Bernard, mais faire accéder la médecine au rang de science a conduit à ce que l'on développe toute une activité, toute une réflexion, tout un mode de pensée sur la science médicale et par extension les sciences paramédicales, centrées donc sur la maladie. Si la médecine est devenue scientifique, c'est parce qu'elle s'est intéressée à la maladie, et le prix qu'il a fallu payer et que l'on néglige régulièrement et que l'on peut lire dans la littérature, je vous renvoie éventuellement aux travaux de Jean-Pierre Lebrun, eh bien c'est que pour que la médecine devienne efficace et scientifique, il a fallu mettre entre parenthèses la parole du sujet. Et nous évoluons donc historiquement, non pas dans une médecine du malade, mais dans une médecine de la maladie. Pour le dire peut-être de façon plus précise, nous évoluons historiquement, non pas dans une médecine de l'homme, mais dans une médecine du corps de l'homme ou de l'organisme de l'homme et de tout ce qu'il requiert. Certains services ont pris le pli de regarder autrement, par exemple les services de soins palliatifs. Et par exemple, certains services de psychiatrie, mais on ne peut pas tous les mettre dans le même
je n'ose pas dire dans le même sac, on ne peut pas tous les mettre dans la même orientation. Si vous voulez, voilà. Donc il y a cette première confusion qui vient de l'histoire même de la médecine. Et nous devons aujourd'hui, et c'est pour moi une de mes préoccupations, nous devons aujourd'hui être particulièrement, me semble-t-il, attentifs à cette grande tentation qui est sans doute beaucoup plus marquée dans les services, je dirais, de soins aigus qu'en psychiatrie, mais cette grande tentation de la science à travers les evidence-based, à travers les guides de bonne pratique, à travers toute la littérature scientifique. Cela conduit à quoi ? Et je ne voudrais surtout pas me faire mal comprendre. Je ne dis pas que tous ces éléments de protocole, d'evidence-based ou de données probantes n'ont pas d'importance. Certainement pas, je ne dis pas cela. Je dis simplement que nous ne devons pas oublier que la pratique médicale et paramédicale ne sont pas des pratiques scientifiques, ce sont des pratiques de l'art. Des pratiques de l'art, un art du singulier. Pratiques d'un art du singulier qui ont besoin d'être nourries par les données de la science, mais lorsque, par exemple, vous voyez que certaines facultés s'appellent facultés de sciences médicales ou facultés de sciences infirmières, la science médicale et les sciences infirmières, ce n'est pas la médecine, ce ne sont pas les soins infirmiers. Ce sont des savoirs au service d'une pratique et nous ne pouvons pas ignorer que la pratique ne se confond pas avec les savoirs. Pourquoi ? Parce que les savoirs sont établis pour les humains en général, alors que la pratique s'adresse à un sujet singulier. Et donc nous avons besoin là de rappeler ce fait, que ce qui fait la beauté de la pratique, eh bien cette singularité de la pratique, et non pas le nombre de publications scientifiques que l'on pourrait en faire. Laissons les publications scientifiques et les travaux scientifiques aux chercheurs qui doivent produire des savoirs, mais mettons aussi en exergue la question de la pratique, qui est une pratique du singulier. Alors on pourrait se dire, mais dans ce contexte, et dans cette évolution, au fond, pourquoi prendre soin et pas seulement faire des soins ? Sachant qu'on a déjà pas mal de difficultés parfois à faire tout ce qui doit être fait. Pour moi, en tout cas, il s'agit d'un choix humaniste. Il s'agit d'un choix humaniste par un parti pris. C'est prendre le parti de vouloir que la personne à laquelle on s'adresse, ou le malade si vous voulez, ne se confond en rien avec la maladie qui est la sienne. Cette personne à laquelle on s'adresse, ce malade, ne se confond en rien avec les différents actes qu'il requiert. Et vous voyez que ce choix humaniste, ce parti pris, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, et donc ça va requérir un effort. Ça va requérir un engagement, mais ça va aussi requérir une prise de parole par laquelle nous exprimons notre refus de voir se banaliser l'humain dans nos pratiques du quotidien. Et vous voyez que ça ne va pas de soi parce qu'il est évidemment plus facile, je vous renvoie éventuellement à Rhinocéros de Ionesco, mais il est évidemment plus facile de suivre et finalement de se retrouver à suivre et encore à suivre, il n'en restera qu'un dans Rhinocéros, souvenez-vous, de suivre plutôt que de dire à un certain moment, ces pratiques-là ne nous conviennent pas. Pourquoi est-ce qu'elles ne nous conviennent pas ? Parce qu'elles ne sont pas soucieuses du sujet qu'est le malade, même si elles sont de très haute qualité pour les objets que nous mettons en œuvre en regard de sa maladie. Il s'agit au fait, par le prendre soin, eh bien, de chercher à faire exister la personne en tant que sujet dans la pratique du quotidien. Et permettre à la personne d'exister en tant que sujet dans la pratique du quotidien, c'est lui permettre de sortir de la masse, de sentir, de percevoir que c'est de sa singularité dont on est soucieux et pas, je dirais, de l'organisation générale d'un service ou de toute une activité. Permettre à la personne d'exister en tant que sujet non réductible. Personne d'entre nous n'est réductible à son affection, à son statut, à son histoire. Et c'est parce que personne d'entre nous n'est réductible à quoi que ce soit
que nous devons œuvrer, et le dire, et je l'ai fort heureusement entendu très souvent aujourd'hui, œuvrer à ce refus de la stigmatisation. Se prendre soin va nécessiter, ça fait partie du titre, une rencontre et un accompagnement. La question de la rencontre, elle repose sur quelque chose qui semble aller de soi chez les différents professionnels de la santé et du social, par exemple, mais elle repose fondamentalement sur la considération que l'on a pour autrui. Et ne nous trompons pas, la considération que l'on a pour autrui, c'est quoi? C'est avoir de l'estime pour l'inaltérable humanité de cet autre. Et avoir de l'estime pour cette inaltérable humanité de l'autre, ça ne va pas de soi. Ça peut aller de soi dans des discours, mais ça ne va pas de soi dans la pratique quotidienne qui nous confronte toujours à l'autre, à qui est l'autre, à ce qu'il nous renvoie comme image, comme sentiment, comme impression. Et vous voyez que cette question de la rencontre, le regarder tel un sujet, au fond, ça nous renvoie à cette notion du respect. Et cette notion du respect, je rappelle, ce sont des choses que vous connaissez bien entendu, mais la notion du respect, on est quand même aidé lorsqu'on décompose le mot en ces deux syllabes, le re et le specte. Le re qui en français indique, vous le savez bien, donc une répétition, et le specte du latin spectare, et quand on est spectateur, on regarde. Il n'y a pas de respect d'autrui s'il n'y a pas de regard porté sur autrui. Et il y a un regard que l'on porte et que l'on porte à nouveau et que l'on reporte encore. Et pourquoi regarder encore et regarder à nouveau? Eh bien, pour essayer de ne pas me méprendre sur qui est cet autre. Parce que si je me méprends sur qui est cet autre, si je le confonds avec quelqu'un ou quelque chose d'apparent, au fait, si je me méprends, l'autre devient l'objet d'une méprise. Et s'il devient l'objet d'une méprise, le mépris n'est pas loin. Et vous voyez que cette question de la rencontre nécessite de travailler, de réfléchir à cette question du respect. Regarder cet autre, on peut le dire comme ça, le respect, c'est regarder cet autre tout simplement tel un humain. Et vous voyez que personne d'entre nous, me semble-t-il, ne peut proclamer qu'il est capable en toutes circonstances de respecter chacun. Regarder cet autre tout simplement tel un humain. Le respect requiert cet effort du regard que je porte sur l'autre pour le voir en son humanité et non pas en ses caractéristiques annexes. Un respect qui conduit au fait à pouvoir témoigner à l'autre qu'il est important pour nous. Tu es important, tu es important. Tu es important et c'est pour ça qu'on va être capable de se rencontrer. Tu es important pour moi. Et tu es important pour moi est un des facteurs essentiels de la confiance qui peut commencer à germer en vue de se tisser. Vous voyez que cette rencontre, elle doit aussi témoigner de l'intention qui nous anime en tant que professionnels. Quelle est l'intention qui est la mienne? Celle de prendre soin de toi ou celle de te faire des soins ou de mener des activités avec toi? Une des manières que l'on peut avoir d'illustrer ceci, c'est lorsque je vais dans la chambre d'un patient. Est-ce que je vais dans la chambre d'un patient pour faire quelque chose ou est-ce que je vais dans la chambre d'un patient pour rencontrer la personne qui s'y trouve et à cette occasion voir ce qui pourrait ou devrait être fait? Vous voyez déjà que dans un autre temps, ça n'existe plus aujourd'hui, mais lorsque le matin, à 7 heures, on entre dans la chambre du patient en allumant la lumière, en tirant les rideaux, et que le patient est tout saisi de ce qui lui arrive, vous voyez bien que là, on ne vient pas rencontrer une personne. On vient lui faire sa toilette ou des soins, quelque chose comme ceci ou cela. Et donc, vous voyez qu'entrer dans une chambre, rencontrer la personne, se laisser éventuellement étonner, surprendre de ce que l'on voit, est une manière de dire à la personne, effectivement, je viens chez toi, dans ta chambre, je te regarde tel un sujet, et après on verra bien ce qui pourra être fait. La question de l'accompagnement, on va se rappeler simplement qu'accompagner, c'est faire un bout de chemin ensemble. On est compagnons.
Et dans la notion du compagnon, il y a la notion du pain que l'on partage. Alors je ne dis pas qu'avec tous vos patients ou grands adolescents ou jeunes adultes, vous devez partager un repas fait de pain tous les jours, bien entendu, mais il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du partage. Et pour partager, il faut que moi je sois capable d'apporter quelque chose, mais il faut aussi que je sois capable, même en tant que professionnel, de recevoir quelque chose. Sinon, il n'y a pas partage. Et on fait ce bout de chemin ensemble, pourquoi? Mais au fond, pour essayer ensemble de trouver ce qui convient à une situation singulière. Et à ce titre-là, eh bien, en tant que soignants, au sens vraiment très générique du terme, nous sommes des chercheurs du singulier. Nous sommes des chercheurs au sens où nous cherchons avec la personne ce qui convient le mieux à la situation qui est la sienne. C'est une expression qui n'est pas toujours bien entendue, mais je voudrais dire que cette question de l'accompagnement et du partage que cela requiert, eh bien, au fond, cela requiert du don de soi. Cela requiert du don de soi. Si je ne mets pas un peu de moi dans cette relation, si je ne mets pas un peu de moi dans cet accompagnement, au fond, finalement, il n'y aura pas, je dirais, de confiance qui pourra se pérenniser, il n'y aura pas de saveur qui pourra s'en dégager. Cet accompagnement va faire appel à une notion qui est aussi, je pense, assez souvent mal entendue, c'est la notion de l'autorité. Quelle est mon autorité en tant que professionnel? Le mot autorité, je vous le rappelle en son sens premier, veut dire aider à élever la réflexion. Aider à élever la réflexion. Autorité n'a donc rien à voir avec les comportements autoritaires. Et vous savez bien que les professionnels qui, par exemple, auraient des velléités de prendre soin d'un patient en ayant un comportement autoritaire, vont très rapidement rompre la confiance. Nous sommes en quête de professionnels qui font autorité, nous nous méfions, nous fuyons les professionnels qui sont autoritaires. Et ce que je vous dis là, c'est exactement la même chose par rapport au chef, par rapport au directeur ou par rapport au professeur. On apprécie ceux qui font autorité, on fuit ceux qui sont autoritaires. Et cette question de l'accompagnement va aussi nécessiter encore une vertu, je vais l'appeler comme ça, une valeur si vous préférez, qui est celle de l'humilité. L'humilité qui est la nôtre en tant que professionnels. Et cette humilité, elle est quand même très, très régulièrement mise à mal. Elle est mise à mal parce que nous sommes des professionnels, parce que nous savons. Quelqu'un a dit tout à l'heure, nous, on est des sachants. Et une fois que nous savons, nous pouvons oublier que ce que nous savons ne concerne que les gens en général, et jamais cet être-là au singulier. Cela veut dire que nous devons, grâce à cette humilité, eh bien, nous méfier de l'arrogance. L'arrogance qui est un véritable poison dans les rapports humains, en particulier cette arrogance qui donne de moi eh bien, ce sentiment que je me prends pour supérieur aux autres. Arrogance qui empêche en fait, je dirais, cet accompagnement et qui rompt toute confiance. Cela veut bien dire que nous devons nous rappeler en permanence qu'avec tous les savoirs et les techniques que nous maîtrisons, nous sommes bien des experts. Et nous pouvons modestement dire que nous sommes des experts. Mais nous sommes des experts de nos savoirs et de nos techniques. Nous ne sommes jamais experts de l'existence d'autrui. Et là, nous devons veiller à ne pas confondre notre légitime expertise avec ce que nous ne savons pas, ou l'expertise que nous ne pouvons prétendre avoir de l'existence d'autrui. Un autre mot, et j'en ai bientôt terminé, un autre mot qui est indispensable dans cette rencontre et dans cet accompagnement, c'est un mot qu'on n'entend pas trop souvent dans les enseignements médicaux, paramédicaux ou sociaux, me semble-t-il, c'est le terme de sensibilité. La sensibilité qui n'est pas à confondre avec la sensiblerie, qui est la pathologie de la sensibilité, mais la sensibilité qui veut dire que mes sens sont effectivement capables d'essayer de percevoir, de ressentir quelque chose. La sensibilité est incontournable si on veut prendre soin d'un sujet souffrant. La sensibilité, c'est ce qui me montre sensible à ce qui est sensible pour toi. Si vous préférez, on peut le dire autrement. La sensibilité, c'est ce qui me permet, c'est un mot qui a été utilisé cet après-midi, de me laisser toucher
par ce que tu as à vivre. La sensibilité est ce qui permet de témoigner à l'autre que je me sens concerné par ce que tu as à vivre. Observez que si nous prétendons prendre soin de quelqu'un en n'étant pas concernés par ce que cette personne a à vivre, nous ne pouvons pas en prendre soin parce que nous ne serons pas dans une relation, je dirais, au sein de laquelle peut s'instituer et grandir la confiance. Nous devons nous rappeler, au-delà de cette sensibilité, un point que les professionnels que nous sommes négligeons très rapidement, c'est que chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou la dépendance s'installe. Ça nous concerne absolument chacun d'entre nous. Chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou la dépendance s'installe. Ceci veut dire que nous devons nous rappeler, en tant que professionnels, cette notion que nous négligeons très vite, c'est la notion de la première fois. La première fois que le patient ou une famille ont ensemble à vivre ce qu'ils ont à vivre, eh bien, ils ne savent pas. Et souvenons-nous chacun, toutes les expériences qui ont ponctué et continuent de ponctuer nos existences, la première fois, on ne sait pas. Et c'est ainsi qu'on peut très rapidement, par exemple, une infirmière ou une aide-soignante qui procède pour la 5e fois à une toilette ce matin, elle peut très rapidement oublier que pour ce patient-là, c'est la première fois. Pour ceux qui reçoivent un jeune qui vient de faire une tentative de suicide, on peut très rapidement oublier que pour lui ou pour ses proches, c'est la première fois. La première fois que quelqu'un se retrouve à l'hôpital, doit être opéré. La première fois qu'il doit recevoir un scanner. Un chirurgien qui opère pour la 5e fois ce matin peut très bien oublier que pour ce patient, c'est la première fois. Et si on néglige que c'est la première fois, parce que nous sommes dans nos rythmes, nous sommes dans nos habitudes, eh bien finalement, on ne peut pas porter attention à la personne. Je vais en terminer par un tout dernier mot, parce que j'en aurais bien d'autres à dire, mais il est temps de s'arrêter. Un tout dernier mot qui est celui, en fait, de ne pas négliger l'importance de la générosité. Qu'est-ce que vient faire ce mot générosité que vous n'entendez sûrement jamais dans les cours en faculté ou dans les hautes écoles? La générosité, c'est quoi? La générosité, c'est chercher à en faire un petit peu plus que le nécessaire. Je dis bien un petit peu plus que le nécessaire. Les personnes qui en font trop ne font pas preuve de générosité, elles nous envahissent. La générosité, c'est chercher à en faire un petit peu plus que le nécessaire. Ça veut dire qu'en cherchant à en faire un petit peu plus que le nécessaire, je ne me contente pas simplement de faire ce que j'ai à faire, j'essaye d'en faire un petit peu plus. Pourquoi en faire un petit peu plus? Eh bien, pour montrer à l'autre que je m'intéresse à lui, au-delà de ce que j'ai à lui faire. On va ainsi se rappeler que c'est la générosité qui génère des rapports humains de qualité, et aussi se rappeler, et j'en termine vraiment par là, que la question de la générosité conduit à observer que ce qui fait la différence, à la fois dans nos rapports humains ordinaires, mais vous voyez encore plus dans les rapports humains que nous entretenons avec les malades, les patients et leurs proches, ce qui fait la différence, c'est ce qu'on va pouvoir mettre sous le vocable l'expression « petites choses ». Ce sont les petites choses qui font la différence. C'est ce qui est petit qui sauve. Et pourquoi est-ce que je dis petites choses? Parce que ça apparaît totalement comme insignifiant dans notre univers qui est fait de grandes choses ou de choses impressionnantes. Mais la petite chose qui fait la différence est ni plus ni moins que le reflet de notre grande attention à la personne. Et ça n'est pas rien pour la personne qui en bénéficie. Je vous remercie de votre attention.